So our next conference will be about the security of metro tickets. If you came here using the train, you might have bought one of these tickets. It's very old ticket, used since many years, decades here in France. And Damien Coquille, who is consultant for Seedream company, will speak about the security of these tickets. Please welcome Damien Coquille. Bonjour à tous. Donc, comme mentionné, on va parler de la sécurité des tickets de métro. Certains ont peut-être lu l'article que j'ai mis sur mon blog il n'y a pas très longtemps, qui traitait justement de ces tickets de métro. Durant ce talk, je vais donner plus d'informations sur la manière dont j'ai analysé les informations, comment elles étaient représentées, et au final, donner un aperçu de la sécurité de ces fameux tickets de métro. Donc, au niveau des tickets de métro, on va parler notamment de l'historique de ces tickets, d'où ils viennent, quand est-ce qu'ils sont venus, sous quelle forme. On va voir notamment que c'est pas tout jeune et que ça a été conçu il y a pas mal de temps. On verra ensuite à quoi ressemble un ticket, comment il est constitué, comment est stockée la donnée sur ce ticket, et puis on parlera notamment la partie qui va intéresser plus de personnes sur la lecture et la réécriture de tickets. Alors je ne vais pas forcément entrer dans les détails pour la partie réécriture, pour des raisons que je crois que vous pouvez comprendre. Et je vais donner la théorie et le matériel nécessaire. Voilà. Après, les bidouilleurs bidouillons. On parlera aussi des solutions qui ont été mises en œuvre notamment par le STIF et la RATP pour éviter la copie des tickets. Et on terminera tout simplement par une conclusion qui est assez mitigée sur cette sécurité. À propos de moi, je suis consultant à Seedream, mais aussi directeur du laboratoire de recherche et développement. Donc, je suis formateur, pentester, notamment chercheur tout simplement. Vous avez mes informations de contact, donc le site web virtualaz.fr et puis sur Twitter. Pour revenir à nos tickets de métro. Donc, vous avez un des premiers tickets de métro qui sont parus dans le réseau de métro de Paris. Et les premiers tickets de métro magnétiques, donc que vous pouvez voir notamment en bas du slide, qui sont les premiers à avoir été mis en service en 69. Les tickets métro étant utilisés depuis 1900. Ils ont été vraiment utilisés à partir de 73. On les retrouve de manière populaire sur la plupart des lignes. Donc c'est pas un système qui est tout jeune, c'est un système qui a été conçu dans les années 70, qui a été pensé dans les années 70 et qui est encore utilisé de nos jours. Il n'a pas subi de grosses modifications. À part bien sûr l'arrivée du pass Navigo, mais on en reparlera. Si on regarde un ticket de métro avec les deux faces, vous pouvez voir notamment la face que vous avez peut-être pu voir si vous êtes venu en métro, si vous avez bien pris le RER, du ticket T+, qui est le ticket le plus répandu. Sur ce ticket, on a plusieurs informations, dont notamment un numéro de gare, d'arrêt, où vous avez acheté votre ticket. Alors le numéro imprimé peut être différent du numéro qui va être stocké sur la bande magnétique. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas obligé de le composter dans cette gare. Et puis on a un numéro qui identifie le rouleau et le numéro de ticket sur le rouleau de la machine qui a émis le ticket. Donc c'est une trace ici qui est unique. Ces tickets comportent une bande magnétique. La bande magnétique permet notamment de stocker des informations. On la retrouve sur des cartes de crédit, avec notamment 3 pistes qui sont stockées sur la bande magnétique. On les retrouve dans les cassettes audio, même dans les cassettes vidéo. Si vous avez encore des vieux magnétoscopes VHS, ce sont des bandes magnétiques qui sont utilisées. On les retrouve aussi dans les bandes de sauvegarde pour les serveurs. C'est quelque chose qui est très utilisé et toujours utilisé. Les cartes qui sont présentées dans ce slide ont été inventées par IBM. IBM a mis au point la plupart des normes de codage d'informations et de stockage sur ces cartes. Donc on retrouvera notamment l'ISO IEC 7810, 7811, 7812, et puis d'autres normes qui sont venues s'ajouter. Au niveau du support magnétique, généralement c'est l'oxyde de fer ou la ferrite qui est utilisée pour stocker l'information. Dans le ticket, on retrouve cette fine pellicule qui permet le stockage, qui est protégée notamment par une bande de plastique. C'est pour ça que vous n'arriverez pas à l'enlever ou à l'arracher, c'est qu'elle est vraiment insérée au niveau du ticket.
Au final, il s'agit juste d'un système de stockage magnétique comme vous les trouvez dans les bandes audio, dans les cassettes. C'est juste que c'est bien intégré dans le ticket. Pour le stockage des données, on a un accès en lecture-écriture. Forcément, à chaque fois que vous passez un ticket dans une machine, pour valider votre billet, eh bien, elle réécrit des informations dessus. Autrement dit, techniquement parlant, on peut simplement envisager la possibilité de réécrire le ticket, avec tous les conditionnels qui peuvent se mettre sur cette phrase. C'est-à-dire qu'il faut quand même que plusieurs conditions soient réunies pour qu'on puisse réaliser cette écriture. Le ticket de métro est relativement petit. J'en ai amené quelques-uns. Bon, de loin, ça n'a pas forcément bien se voir, mais ça ressemble à ça. La piste magnétique est relativement courte. On est sur un ticket qui fait même pas 7 cm. Et donc, on peut stocker pas énormément d'informations. Autrement dit, le stockage doit être quand même optimisé. Chose qui a été faite par les personnes qui ont conçu les tickets. Sur les bandes magnétiques, donc, on retrouvera le stockage qui est facile, c'est-à-dire le stockage de données audio. C'est tout simple, hein. On prend un micro, on récupère la sortie, on l'amplifie un poil, et puis on stocke de la donnée telle qu'elle, c'est-à-dire que la puissance de magnétisation sera retranscrite sur la piste. Donc si on prend une tête de lecture, en fonction du signal qui est lu, qui est retourné par la tête de lecture, eh bien on peut le mettre directement sur un HP et on obtient le son. C'est une manière assez primitive de stocker de l'information. Le problème, c'est que les pistes magnétiques eh bien, se démagnétisent. Elles perdent leur information. Ce qui faisait, pour ceux qui ont connu les cassettes audio, qu'à force de copier, recopier, voire réutiliser les cassettes, eh bien, on perdait l'information, on avait un bruit derrière. Eh bien, c'était dû à ce phénomène. Le problème, c'est que quand on stocke de la donnée numérique, on ne peut pas se contenter de faire du stockage en fonction de la puissance de magnétisation. On est obligé d'utiliser un autre système qui est basé notamment sur la modulation de fréquence. C'est-à-dire qu'on va coder du tout pour rien, d'une certaine manière, compatible avec la bande audio, pour pouvoir récupérer et stocker de l'information. L'amplitude importe peu, ce qui importe c'est la fréquence à laquelle on code des informations. Et pour ça, on a un standard. Le standard s'appelle LKB Phase, aussi appelé plus généralement F2F. Parce qu'on va coder les zéros avec une fréquence F, les zéros avec une fréquence 2F, pardon. Oui, si je ne me trompe pas, je m'embrouille. Les 0 avec une fréquence F et les 1 avec une fréquence 2F, pour être plus précis. La Candy Phase, si vous regardez sur ce schéma, vous avez la bande magnétique en haut, avec l'ensemble des informations stockées, et les polarités. Cette information magnétique, lorsqu'elle va être passée, lue avec une tête de lecture, va produire des impulsions. Tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre sens, avec une amplitude positive, négative. Ces pics vont être ensuite interprétés comme un changement d'état et on va pouvoir récupérer la donnée qui est codée. Il y a toute une étape pour passer de la bande magnétique avec son stockage à la donnée numérique qui sera décodée. Et réciproquement, si on veut coder de l'information, il va falloir prendre la donnée numérique, régénérer les impulsions envoyées sur la tête de lecture et ensuite vérifier qu'elle a bien été écrite. Alors, certains d'entre vous pensent de suite qu'on a des outils permettant de faire ça. Je pense notamment aux lecteurs de cartes, qui peuvent, dans certains cas, faire de l'écriture. Alors, ces lecteurs de cartes, pareil, j'en ai ramené un juste pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, c'est quelque chose comme ça. Alors, celui-là est assez ancien. C'était très utilisé dans des administrations. Alors, celui-là, je le dois grâce à un de mes amis qui l'a retrouvé dans un débarras ou dans une boutique qui fermait, si je me souviens bien. Donc actuellement, vous pouvez en trouver sur eBay pour 150 € à peu près. Ça se fait un petit peu rare. Donc ces lecteurs, on en trouve à moins cher bien sûr, hein, mais ils en font toujours. Mais ces lecteurs de cartes sont très compatibles avec des ports de jeu principalement. Donc on peut les bidouiller pour réussir à le brancher sur un ordinateur pour extraire l'information. Donc c'est très bien pour faire de la lecture de cartes bancaires ou même des cartes utilisées dans les hôtels ou autres. Mais pas pour lire des tickets de métro. Sur ces lecteurs, eh bien, ils gèrent des normes qui permettent notamment de stocker 200 bits par inch, c'est-à-dire principalement quelques octets, avec un 7 bits par caractère, par octet. Ou 75 bits par inch si on utilise un stockage sur 5 bits. Et c'est géré par la plupart des lecteurs de bande. Le souci avec les tickets de métro et les personnes qui les ont conçus, c'est qu'ils ont fait en sorte que bien sûr ces périphériques ne puissent pas être utilisées pour lire les tickets de métro. Les premiers bidouilleurs, effectivement, auraient pu penser que prendre ce lecteur et passer le ticket de métro suffirait. Donc ils ne respectent pas du tout les standards et on va voir notamment comment c'est codé.
Alors c'est délibéré, c'est vraiment fait exprès pour empêcher le reverse engineering des tickets. Enfin pour empêcher, pour ralentir le reverse engineering. Ça permet aussi d'éviter les fraudes et les hacks faciles. Mais la lecture de piste magnétique n'est pas impossible. C'est-à-dire qu'en construisant un matériel adapté, on peut arriver à récupérer l'information. C'est pas parce qu'un matériel tout fait, comme le lecteur que je vous ai montré tout à l'heure, ne permet pas de récupérer que c'est impossible. Donc on va avoir besoin de quelques composants que l'on va récupérer de ce lieu-là avec du matériel de récupération et on va essayer de se construire notre propre lecteur. Alors pour fabriquer son propre lecteur de bande magnétique, c'est pas très compliqué hein. Et c'est quelque chose qui a déjà été fait avant moi. J'ai rien inventé. Ce que j'ai mis sur mon site, notamment dans le blog, ça casse pas trop dans le canard. Hein. C'est tout simplement que le CCC avait déjà travaillé sur ces problématiques, mais principalement sur les cartes bancaires. Ils ont développé un moyen permettant de lire ces cartes bancaires avec un système relativement peu coûteux et des programmes C qui permettaient de traiter les données pour extraire des informations. Donc pour réaliser ce lecteur, vous avez besoin d'un vieux lecteur audio, principalement. Alors, il peut être enregistreur, ça n'importe peu. Si possible, avec des pistes mono. Pourquoi? Parce que la largeur de bande utilisée pour les pistes mono est plus large, plus grande que celle utilisée pour les pistes stéréo. Donc pour lire le ticket, ça donnera une meilleure fiabilité. Vous avez besoin de câbles, de fils, un jack audio 3 mm 5, et puis un ordinateur avec une carte son et une entrée micro. Pourquoi? Parce qu'on va se servir de la carte son pour échantillonner le signal. La première étape, vous prenez votre lecteur, vous démontez votre lecteur et vous récupérez cette tête de lecture qui est mise en évidence ici. Il faut démonter, il faut casser, des fois ça ne s'arrive pas tout seul, mais ça se fait. Alors pour qu'on y est, on récupère aussi les fils qui vont avec pour pouvoir la connecter. À savoir que généralement c'est un câble qui est blindé, alors ça dépend des lecteurs. Si vous êtes sur des beaux modèles, des modèles qui étaient chers à l'époque, vous allez avoir un fil qui sera blindé, mais sinon il ne sera pas blindé, mais ce n'est pas catastrophique. À partir de là, vous connectez votre tête de lecture au jack 3 mm 5. Alors quelques précisions pour les jacks, ce qu'il faut savoir c'est que les prises micro ont une alimentation de 5 volts qui est fournie. Donc évitez de vous embrouiller sinon vous n'allez pas réussir à lire correctement les signaux. Donc pour l'information, on relie la tête de lecture aux deux extrémités. La bague intermédiaire, c'est celle qui fournit le 5 volts, on va donc rien y connecter. Mais elle peut servir. Le modèle que je présente ici n'a pas d'amplificateur intégré, ce qui va causer quelques problèmes pour la lecture, notamment si on a pas mal de bruit aux environs. Si vous laissez un téléphone portable à côté, ce genre de choses, vous aurez des soucis. Donc par contre, ce qui peut être envisageable, c'est de mettre un petit montage d'amplification, un petit étage de préamplification, alimenté sur les 5 volts de la bague centrale. Ce qui permet d'avoir une meilleure résolution. Donc on branche ça bien sûr sur un ordinateur avec la prise micro. Et ensuite, on dump. Donc pour dumper, c'est un peu moins trivial que le lecteur. Il faut utiliser la carte son pour extraire le signal. Donc on va notamment, dans un premier temps, enregistrer les signaux des tickets qu'on va lire. Ensuite, traiter les signaux, parce qu'ils sont toujours pollués, il y a du bruit, ils ne sont pas forcément lisibles tels quels. Et on va extraire la donnée de ces tickets. Ça peut être fait manuellement. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre lecteur, vous pouvez à la main scanner un ticket de métro, stocker la donnée avec Audacity par exemple, la traiter visuellement avec Audacity et décoder à l'œil l'ensemble des fréquences. Bon, il faut être motivé. Si on veut faire plus rapide, on pourra développer quelques scripts en Python qui permettront de traiter le signal, de le simplifier et d'extraire l'information. Donc comment on fait? Eh bien c'est pas évident. Au début j'ai pas mal galéré à réussir à lire le ticket. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir une vitesse constante. Rappelez-vous, on travaille en modulation de fréquence. Plus vous accélérez, plus la fréquence sera rapide. Donc si vous n'êtes pas constant, les fréquences que vous allez avoir au début de la lecture seront, par exemple si vous avez accéléré, eh bien inférieures aux fréquences de fin. Bon, il y a quelques petites astuces qui permettent de corriger ça, et c'est pas facile. Donc gardez une vitesse constante et puis maintenez votre tête de lecture. Parce que si elle échappe des doigts, pareil, il faut un guide, c'est mieux, pour bien longer le ticket de métro. Sinon on part dans tous les sens et la lecture n'est pas fiable. Et avec Audacity, on peut visualiser un enregistrement. Vous avez ici sur ce slide un enregistrement qui vous montre à quoi ressemble une donnée lue telle quelle par une tête de lecture. Donc on repère ici assez bien le codage.
Vous avez des variations de fréquence, je ne sais pas si vous les voyez. Principalement, je vais bouger les pointeurs, super. Donc, principalement à gauche du signal, avec les quelques premières variations qui sont assez visibles. Et vous pouvez voir ici que cette capture a des fréquences qui augmentent au fur et à mesure de la lecture. Donc la vitesse de balayage n'a pas été constante. Pas bien. On a quand même pas mal de soucis avec cette vitesse. Et pareil avec le bruit ambiant. À savoir que votre câble entre la tête de lecture et la prise audio, eh bien, fait une très bonne antenne. Pareil, dans la tête de lecture, il y a une bobine qui fait aussi une très bonne antenne. Donc si vous avez des engins radio, du Wi-Fi à côté, ou ne serait-ce qu'un fond micro-ondes, ça peut poser des soucis. La solution, c'est d'utiliser un petit programme codé en Python, avec SciPy notamment, pour filtrer le signal, avec un filtre passe-bande par exemple, ou ne serait-ce qu'un filtre passe-bas, et NumPy pour faire le traitement ensuite ou l'affichage des différents éléments. Donc ça fonctionne très très bien. Alors, ça fonctionne mieux si on a un étage de préamplification. Si on regarde l'allure d'un signal capturé, vous avez ici à gauche un signal qui a été capturé à partir d'une tête de lecture avant traitement, c'est-à-dire sans traitement, sans filtre, passe-bande, etc. Et à droite, un signal traité avec SciPy. Vous voyez, le signal est quand même beaucoup plus clair et on peut voir notamment visuellement les variations de fréquence. Une fois qu'on a développé cet ensemble d'outils, on peut extraire l'information, ou du moins traiter ce signal. Si on zoome sur ce signal, on verra ce qu'on voit derrière moi, c'est-à-dire eh bien, les pics avec la fréquence que l'on peut voir visuellement. Alors, je ne sais pas si d'ici vous pouvez décoder le signal, mais sur la gauche, on voit clairement qu'il y a une série de 1, ensuite 2 0, un seul 1 et 2 0. Normalement, c'est assez visuel. Vous retrouverez ça dans quasiment tous les tickets. Ça correspond, d'après ce que j'ai pu identifier en reverse engineering, au type de ticket qui est utilisé. Si on est sur des lignes RER, par exemple, ça sera différent. Ici, c'est un ticket T+, qui a été utilisé sur une ligne de métro. À partir de là, donc ce résultat est produit avec notamment un filtrage des pics, des valeurs de pics, et puis le décodage des états, comme je l'ai expliqué dans le décodage de Likely Defect. Un ticket est utilisé contiendra cette information. Donc c'est un dump de l'information stockée sur le ticket. Alors il est brut, je vous l'ai mis tel qu'il est vu avec ce système. Et chose intéressante, vous pouvez voir que les premiers bits de ce signal sont constitués que de 1 et que les derniers bits de ce signal sont constitués que de 1. Il s'agit en fait de marqueurs qui permettent de calculer la vitesse de balayage. Si on connaît la vitesse au début et la vitesse à la fin, on peut calculer l'accélération et appliquer cette accélération de manière linéaire ou non en tant que compensation pour pouvoir mieux décoder le signal. C'est-à-dire que peu importe la vitesse à laquelle vraiment vous allez balayer le ticket, ça arrivera à décoder. Alors pourquoi c'est fait comme ça? Eh bien tout simplement parce que les machines ne sont pas forcément super fiables. Vous en avez dans les bus, dans les métros, vous en avez aussi ailleurs dans les stations, et chaque machine eh bien, a sa vitesse de rotation. C'est pas forcément la même. Mais certains bus ont pas forcément les mêmes capacités en termes d'alimentation, des fois il y a des problèmes d'alimentation, ce qui fait que la vitesse ne sera pas forcément standard. C'est un système de décodage et de codage qui est relativement fiable avec cette variation de vitesse, mais que quand c'est coupé à l'électronique ou à l'informatique pour compenser l'erreur. Si on recadre ça dans la RATP, on peut voir notamment, en analysant plusieurs signaux de tickets, et bien que le type de ticket est contenu. Rappelez-vous, c'est notamment les premiers bits à 0, 1 et 0, 0 que l'on voit ici. On trouvera aussi sur ces tickets d'autres informations. Si on regarde rapidement, on aura dans certains cas l'identifiant de station. Vous avez validé votre ticket. On retrouve aussi la date de validation et l'heure. Alors c'est codé de manière très particulière. Vous n'attendez pas à avoir un timestamp. Ils ne connaissaient pas à l'époque, je ne sais pas pourquoi. Mais on retrouve ça dans d'autres problèmes dans notre système de la RATP. Ce n'est pas codé normalement. Par exemple, les Navigo, c'est un codage qui est basé à partir de la date de première mise en service. Si vous ne connaissez pas la date de première mise en service, vous ne pouvez pas trouver quand vous êtes passé aux différentes stations. Et il y a certainement d'autres informations, mais à ce jour, on n'a pas complètement décodé le système de stockage du ticket de métro. C'est une boîte noire qui est complètement obscure, il n'y a aucune information qui est affûtée.
C'est très bien d'ailleurs, depuis 1973 ou même 69, depuis que c'est créé, il n'y a pas eu une fuite d'infos dans le domaine public ou dans le domaine des hackers concernant ces tickets de métro. Bon, si on synthétise, on a vu tout à l'heure un exemple de ticket neuf. Le point intéressant, c'est que ce code, le ticket neuf, c'est le même partout. Il n'y a pas d'identifiant unique qui est généré, il n'y a pas de données particulières qui est générée. Il suffit qu'on le copie sur un autre ticket et on a un nouveau ticket neuf. Donc prenez un ticket utilisé, faites un système d'écriture qui utilise ce done, réécrivez ce code dans le ticket et vous voilà avec un ticket neuf. Donc on peut facilement envisager un système électronique permettant de resetter un ticket à l'aide de ce code direct. Bon, comment on va faire pour resetter ces tickets? Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est sur des stockages magnétiques. Donc on se trouve confronté à deux types de bandes. On a les bandes dites locaux et les bandes dites ICO. On parle ici de coercivité, c'est-à-dire de la facilité que l'on aura de réécrire l'information. Sur des bandes locaux, low coercivity, c'est assez facile à réécrire. Sur les bandes high coercivity, c'est beaucoup plus difficile. Principalement, on va jouer sur la tension d'alimentation du système de réécriture. Pour les locaux, il faut compter entre 9 et 12 volts pour la tête d'écriture. Sur les ICO, il faut 40 volts. Donc de suite, ça fait un petit peu... pour un système embarqué, 40 volts, c'est pas évident. C'est pas infaisable, c'est juste un peu plus difficile. Sur les tickets métro, après les différentes expériences qui ont été menées, on est sur du locaux. Je pense que certains d'entre vous ont pu voir notamment des tickets qui s'étaient démagnétisés. Ça n'arrive pas sur les cartes bancaires. Les cartes bancaires, ICO, tickets de métro, locaux. Donc pour nous, c'est une bonne information. Ça fonctionne parce que les tickets sont initialisés avec toujours le même code. Il n'y a aucune vérification qui est effectuée sur une base de données centralisée. Imaginez interconnecter tous les bus, tous les métros, toutes les stations, c'est impensable. Donc au niveau technique, le choix est bon, il y a juste que le ticket métro en lui-même n'est pas forcément très sécurisé. Et le logo permet de dupliquer les tickets. Alors juste un rappel, la création de faux tickets, c'est pas bien, c'est illégal. Alors je tiens à préciser quand même, parce que peut-être qu'il y en a qui sont pas au courant, mais ça reste illégal et si des agents RAPP vous tombent dessus avec un ticket falsifié, c'est pire que si vous n'aviez pas de ticket ou que si vous avez un ticket qui n'est pas bon. Ça influencera la conclusion notamment. Donc vous risquez des sanctions, donc principalement des grosses amendes, et ça peut aller jusqu'à la prison, si vous avez fait ça en bande organisée par exemple. Vous gardez ça en tête. Bon, la grande question qui se pose, c'est à savoir si le fait de remettre à zéro un ticket est vraiment utile. Parce que c'est bien d'avoir décodé, c'est très bien d'avoir reverse engineeré le système, mais le problème reste entier. Si vous voulez faire un système de reset de tickets, ça fonctionnera. Certaines personnes l'ont déjà fait, je ne citerai pas de nom, mais bon, ceux qui sont au courant, ils ont certainement dû voir le montage, mais il y a certains montages qui circulent permettant de resetter les tickets, même des prototypes qui sont pris en photo, qui sont affichés. Bon, ça existe, je ne vais pas forcément donner les références, mais sachez juste que c'est possible, moyennant une bonne tête de lecture audio qui peut faire aussi l'écriture. La grande question, c'est est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça vaut le coup de resetter les tickets? Ben, malheureusement, non. C'est sympa, c'est fun, c'est marrant d'embêter la RATP avec ces tickets. Le seul problème, c'est qu'en faisant ça, si vous mettez à zéro des tickets, vous risquez énormément plus que si vous sautez par-dessus la barrière. Sauter par-dessus la barrière et pas avoir de ticket, vous pouvez en sortir avec une amende de 40 €. Comparé aux 100 000 € que vous risquez pour la falsification de tickets, sans parler des peines de prison qui peuvent s'ajouter. Malheureusement, actuellement, le meilleur moyen pour voyager, pour frauder la RATP, c'est pas de falsifier les tickets de métro. C'est simplement de sauter par-dessus une barrière ou d'utiliser toutes les techniques des fraudeurs de métro ou de train. Bon, je ne vais pas tout vous les donner, je pense que certains d'entre vous les connaissent assez bien. Mais le reset de tickets, c'est pas vraiment une solution. C'était principalement ici pour avoir pour le fun, en fait, pour voir comment c'est fait par simple curiosité et arriver à comprendre la sécurité. Néanmoins, ce qu'on peut dire de ces tickets de métro, c'est principalement que la sécurité n'a pas forcément été pensée. À l'époque, n'était pas forcément un problème,
mais qu'actuellement, ce système de ticket est vraiment périmé. C'est-à-dire que techniquement parlant, on peut faire un faux ticket, on peut même lire des informations sur les tickets, même s'il n'y a pas de données personnelles. Alors la solution, elle existe, et elle a été mise en œuvre notamment par la RATP. Donc, les tickets métro sont périmés, pas de problème, on va mettre en place un nouveau système. Les Parisiens ici connaissent ce système par cœur, c'est que Navigo, c'est des passes qui sont basées sur du RFID. Sur du RFID, disais-je, des trucs comme ça, c'est super, c'est très beau. Bon, on peut noter, il y a des personnes qui ont déjà commencé à bien chercher sur les passes Navigo. Bon. Les tickets restent quand même utilisés par les touristes et par mal de personnes, mais les passes Navigo, c'est quand même un bon challenge de sécurité qu'il va falloir ensuite, auquel il faudra s'attaquer pour voir, pourquoi pas, regarder la sécurité globale de la RATP, comment c'est codé. Certaines personnes se sont déjà attaquées, ont déjà publié 2-3 trucs, c'est assez marrant, mais on va pas encore plus, après bien sûr dans les années à venir. Alors je vous ai mis quelques références, notamment en termes de CCC. Vous retrouverez ici le PDF original qui m'a servi à faire le câblage du lecteur de bande magnétique. Le post original de mon site, sans tous les détails concernant tous les locaux, ICO, etc. Bon, ça fait. Il y a quelques photos supplémentaires qui peuvent être sympas à prendre. Un autre lien avec des informations sur des bandes magnétiques en généraliste. Donc bon, c'est toujours intéressant. Et puis un autre lien avec tout ce qui est normes ISO, le codage de l'information, comment c'est codé, comment le décoder, combien sur 7 bits, 5 bits, etc. Ça c'est pareil, c'est toujours bon à prendre. C'est pour l'usage personnel principalement. Est-ce que vous avez des questions concernant les tickets de métro, la manière dont ils sont conçus, etc. Une question devant? Pas de question, c'est une question. Tu dis qu'il y a moyen de voir si. Tu dis qu'il y a moyen de voir si les tickets qu'on peut se faire choper par les contrôleurs, Ouais. s'ils voient que le ticket est falsifié, mais eux ils ont des machines pour voir qu'il est falsifié. Alors- Parce que s'il ressemble à un ticket neuf, comment est-ce qu'ils savent? Justement, au niveau des tickets, s'ils sont compostés, il y a des marques qui sont très précises, notamment des inscriptions qui sont mises par les machines automatiques, qui donnent des indications aux contrôleurs sur la date de validation, la ligne sur laquelle tu as validé, et ils peuvent vérifier notamment si c'est pas cohérent. S'il y a un doute, ils peuvent le passer dans une machine pour le lire, et là c'est le début des ennuis. Ok, la machine verra que le ticket a été falsifié. Ouais, mais de visu, ils pourront voir notamment avec certains marqueurs que effectivement le ticket a déjà été composté, et pas forcément le bon jour. Ok, merci. C'est à 4 couches. Tu disais que pour les tickets de métro, donc les tickets on est tous identiques. Ouais. Normalement, pour les tickets, on peut donner la destination aussi. On est en dehors de la zone marine. Donc là, ça change de codage, je pense. C'est le type de ticket qui va changer, il y a une information sur le zonage aussi. À Paris, c'est découpé en zones. On n'a pas forcément identifié la partie où c'est indiqué les zones. Le dump que j'ai donné ici, c'est principalement les tickets T+, qu'on retrouve dans Paris. D'accord. Avec un autre ticket neuf, en prenant les différents tickets neufs qui existent, il y a moyen de dupliquer. Il faut une belle liste. Ok, merci. Voilà, faire une liste. D'autres questions? On a fini, merci. Donc je tenais quand même à remercier les personnes qui ont travaillé sur les bandes magnétiques et qui ont notamment inspiré ces recherches. Donc le CCC en premier lieu, en Allemagne, et puis on a Furtech en France qui a fait des trucs super sympas, donc que je tenais à saluer parce qu'on m'a aidé aussi à mieux comprendre ces systèmes. Et Patrick Gueule qui a fait pas mal de bouquins sur la lecture de bandes magnétiques et la réécriture de bandes magnétiques, un bon support ici pour la manipulation de ces bandes magnétiques. Et bien sûr, à vous tous d'être venus ici à la NUDEC 2012.